Bienvenue dans la saison 4 du podcast Parlons de votre mental. Dans cet espace inspirant, nous explorons le pouvoir du mental et son influence sur ta réussite, que ce soit dans ton sport, ton travail ou ta vie personnelle. Je suis convaincu que ton mental est la clé pour transformer tes épreuves en tremplin vers le succès. Rejoins-nous pour des interviews captivantes avec des invités inspirants, des masterclass sur la force mentale, la persévérance et la résilience. Apprends comment cultiver ton bien-être et ta santé mentale. Et avant de partir, prends 10 secondes pour soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Souviens-toi, si tu crois en tes rêves, tout devient possible. Alors prépare-toi à une dose quotidienne de motivation en écoutant Parlons de votre mental. Bienvenue pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Juan de Valverde. Comment tu dis? Comment tu prononces? Valverde? Juan de Valverde. Voilà, bon, il va falloir que je travaille mon ton en espagnol. Ben, salut Juan, enchanté et ravi de pouvoir te rencontrer aujourd'hui. On avait déjà pu avoir l'occasion d'échanger un petit peu sur ton parcours et t'as plein de choses que tu vas pouvoir un peu nous raconter parce que t'as un parcours fait de nombreuses casquettes au fur et à mesure de tes expériences de vie. Donc c'est chouette aujourd'hui de pouvoir en tout cas t'avoir pour recueillir un petit peu ton expérience dans les différents domaines que tu as pu avoir. Mais je vais te laisser te présenter auprès des auditeurs. Très bien. Bon, d'abord, merci de me recevoir ici, de me donner l'opportunité de passer ici en direct, de pouvoir parler sur le mental, mon parcours, etc. et pouvoir partager tout ça avec les auditeurs. Donc, comme tu disais, voilà, je suis Juan de Valverde, je suis originaire de la ville de Grenade, la plus belle de toute l'Espagne. On est dans le sud, en Andalousie, là où il fait très beau toute l'année. Et en fait, voilà mon parcours. Actuellement, je travaille dans le monde de sport-études, pas seulement parce que actuellement, on a déjà développé 4 entreprises qu'on a actuellement en train de travailler dans le sport, études, voyages et aussi dans l'investissement immobilier et l'agence de placement pour étudiants aux États-Unis et tout lié avec le foot. Mais avant ça, voilà, j'ai grandi en Espagne. Mais après, dû à la situation du boulot en Espagne, j'ai dû partir à l'âge de 20 ans. J'étais infirmier et donc j'ai pu travailler un peu partout dans le monde. Je suis parti en Angleterre, États-Unis, Italie, le nord de la France et après j'ai fini à l'île de la Réunion où j'ai vécu pendant 8 ans. Et après là-bas, j'ai changé de métier et j'ai commencé à travailler prof d'espagnol au collège et lycée et surtout avec les sections sport-études. Chose qui m'a donné envie après, quand je suis rentré maintenant, ça fait presque 7 ans, ici en Espagne, on a commencé à développer tout ce côté enseignement, etc. Donc, voilà, un parcours international et avec différentes casquettes. Ouais, ce qui montre que on peut aussi, les compétences sont transférables et que au gré du chemin, en fait, rien ne nous empêche en tout cas de bifurquer, de se servir des compétences acquises tout au long, en tout cas des expériences de vie et des expériences professionnelles qu'on a pu acquérir en fait. Donc ça c'est chouette de pouvoir l'entendre parce que souvent on se dit que quand on est dans un secteur on peut pas en bouger, mais visiblement tu es un peu l'exemple que on peut faire différemment. Tout à fait, c'est ça. En fait, il faut surtout pas avoir peur de sortir de sa zone de confort parce que finalement, on va découvrir des choses qu'on connaissait pas de soi-même, pas seulement dans le milieu du laboral, mais aussi dans la vie, changer des cultures, changer des langues. Je me rappelle à chaque fois que j'ai parti dans un pays, j'ai parlé même pas la langue. Donc, question de 2 mois, j'étais déjà en train de parler la langue parce que je me mélangeais pas avec des gens de mon pays.
je me mélangeais à chaque fois que je partais à l'étranger avec des gens de ce pays-là pour dire, c'est comme ça que tu peux avancer. Donc, finalement, ma mère l'a toujours dit, Rwandais, tu es un caméléon. Donc, à chaque fois, si tu vas dans un endroit, tu vas te mettre couleur verte, bleu, rouge, marron. Donc, il faut faire comme ça. Bon, quand t'es allé dans le nord de la France, t'as pas eu froid? Le caméléon, il a dû se couvrir, non? Ouais, bon, ça s'est bien passé parce que même s'il fait froid, les gens là-bas, bon, là-haut, ils sont très chauds et ils sont très accueillants. D'ailleurs, je suis marié à une ch'ti, donc ça se passe bien. En plus, il y a de la bonne bière et il y a des frites, donc ça se passe bien. Bon, mais c'est parfait. Écoute, le podcast, il commence toujours par son traditionnel portrait chinois, de quelques questions, pas énormément, mais quelques questions. C'est pour dresser un peu on va dire ton profil, ton portrait, ce que t'aimes. Et derrière, bah, écoute, on parlera un peu de la dimension du mental à travers tes expériences à toi et comment toi tu fais, quels sont tes tips pour en fonction des différentes choses, comment toi tu t'adaptes et qu'est-ce que tu mets en place pour déjà pour ton bien-être et aussi pour être efficient dans tout ce que tu entreprends. C'est Allez, on attaque par le portrait chinois. Alors, on va commencer par une question simple, c'est si tu devais choisir une couleur, le caméléon, laquelle choisirais-tu? couleur jaune. Le jaune? Oui. Pourquoi spécifiquement le jaune? En fait, il y a toujours des tabous quand on parle des 13, chiffre 13 et couleur jaune. Donc, j'ai joué au basket. J'ai fait pendant 8 ans un club de basket et il disait, ça porte la poisse, ça porte la poisse. Et je suis quelqu'un qui, à chaque fois, quand quelqu'un dit, il faut tout le temps aller vers la gauche, tout le monde doit aller vers la gauche, je vais aller dans l'opposé. Donc, il disait ça et j'ai dit, j'adore la couleur jaune, donc, c'est Ouais, pour c'est une ça. couleur lumineuse, hein, le jaune. Ah oui, oui, Ah, tout à on fait. appelle le soleil. Le soleil Oui. d'Andalousie. Ouais. Tout à fait. Et aussi en Espagne, voilà, une des couleurs dans le drapeau espagnol, c'est les couleurs jaunes. Donc, voilà. Effectivement, effectivement. Si tu devais choisir un livre qui t'a inspiré, tu choisirais lequel et pourquoi? Alors, il y a le livre Rich Man, Poor Man, qui est, en fait, je pense que je l'ai ici. Voilà, c'est là. Et vraiment, ça parle de comment faire travailler son argent pour soi-même au lieu d'être nous esclaves de ce qu'on fait. Et c'est un livre qui m'a poussé beaucoup vers l'entrepreneuriat. Ok, Très je l'ai pas lu, intéressant, le livre. il Oui. faudrait que je me le commande. Il est bien, tu me le conseilles du coup. Oui, oui, oui. Ok. Si tu devais choisir un objet, quel objet tu choisirais? Ça, c'est très facile. Mon bodyboard. En fait, Ok. mon bodyboard, pour moi, signifie la liberté. Quand j'ai habité à La Réunion, j'ai découvert le bodyboard comme sport. Ça m'a fait être connecté à la nature, être évadé de tout le monde. J'étais au milieu de l'océan, assis sur ma planche, avec les mains dans l'eau. Et je me sentais en paix, je me sentais libre. Donc, vraiment, le bodyboard, ça m'a donné la liberté d'esprit. Et d'ailleurs, j'ai mes 3 bodyboards là en bas qui disent, Rwandais, il faut retourner dans l'eau. Ah ouais, c'est chouette le bodyboard. C'est clair. Oui. Quel est le moment de la journée que tu affectionnes le plus? Les moments de la journée, bon, tu peux redire parce que ça a coupé la dernière partie. Ouais, le moment de la journée que tu affectionnes le plus. Ah, d'accord, que j'affectionne le plus. Je vais dire le coucher. Et l'heure de partir au lit, de dire voilà une journée qui vient de passer. Est-ce qu'on va se réveiller pour les jours d'après? Donc, et c'est aussi le moment dans lequel tu peux réfléchir par rapport à tout ce que tu as fait pendant la journée, essayer de faire bon, voir ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait. Donc, je dirais le moment du coucher. Si tu étais une saison, tu choisirais laquelle? Une saison, le printemps. Les printemps parce que c'est le moment d'éclore, de dire, voilà, je suis là, il y a tout qui change et surtout, bon, tout dépend du moment bon, où tu te trouves dans le monde. Ici en Andalousie, par exemple, à l'Alhambra, c'est magnifique. Il y a ces moments d'hiver qu'il n'y a pas de fleurs et d'un seul coup, il y a les printemps qui sortent toutes ces fleurs, toutes ces odeurs et tout ça. Et pour moi, ça, c'est le moment qui, je peux comparer avec moi
parce que je suis quelqu'un comme ça. En fait, quand je suis avec des nouvelles personnes, j'essaie de m'ouvrir et dire voilà l'explendeur de couleurs jeunes, de soleil et tout ça. Si tu devais te définir par une qualité, ça serait laquelle? Une qualité, la patience. La patience. En fait, la patience, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais infirmier, parce que il y a des moments dans lesquels tu dois savoir attendre, parce que même si on est en train de parler de la maladie, c'est difficile de voir les gens vivre la maladie. Parfois, ça va aller vers le mauvais côté, finalement, des décès ou des choses comme ça, mais parfois, on va vers la lumière. Donc, il faut savoir être patient, il faut voir le jour à jour, c'est dire, allez, on recommence, on recommence. Et pas seulement quand j'étais infirmier, par exemple, maintenant, quand on est entrepreneur, avec les 4 entreprises que j'essaie de mener vers l'avant, il faut avoir de la patience parce que on peut pas avoir des résultats directement. Donc, je peux les mélanger la patience tous les jours dans la vie quotidienne aussi. Donc, je dirais la patience. Les résultats immédiats, c'est rare quand même. Pour les... Si tu devais demain changer encore de métier, tu choisirais lequel? Oula! Alors, n'importe lequel. En fait, si quelqu'un me dit, prends tu dois changer de métier, et ils me disent, tu dois faire ça, je le ferai sans problème. Parce que, comme je disais, être intelligent, c'est comme ça, et aussi à porter plusieurs casquettes. Par contre, je voudrais pas faire ce que j'ai déjà fait. Parce que pour moi, quand on a déjà passé la page, il faut aller au suivant. Il y a autant de métiers dans le monde à découvrir dans lesquels tu peux apprendre des choses hyper intéressantes. Bon, si j'ai déjà appris ça quand j'étais infirmier, quand j'étais prof, quand j'ai travaillé dans l'immobilier, quand j'ai travaillé dans la restauration et toutes les choses comme ça, je dirais quelque chose d'autre, franchement. Et j'essaie même la politique, mais j'ai pas réussi à rentrer. Même sachant que j'ai pas réussi à rentrer, je dirais non. Mais actuellement, un métier que j'aimerais bien faire, bon, je dirais pompier, par exemple. Ok, ouais, c'est un bon Oui. métier, c'est clair. Ok, écoute, on a fait un peu le tour des questions que j'avais envie de te poser pour te découvrir un peu différemment. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur, sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire? Tu veux dire, qu'est-ce qui m'inspire là, actuellement, pour avancer? Ouais, avec le recul, voilà, si tu regardes un peu dans le rétroviseur, qu'est-ce qui t'inspire ton parcours, puisque t'as pu accomplir jusqu'à présent, D'accord. Alors, l'inspiration, depuis le début, je me rappelle, je vais partir depuis mon moment où j'étais au lycée, où j'ai eu les ailes vraiment coupées, parce que j'ai souffert du bullying. Pourquoi? Parce que au lycée, mon père, il était vice-directeur du lycée. Et ça, les gens, bon, malheureusement, il y a de la jalousie. Il y a des gens qui disent, oui, c'est le fils de je sais pas qui et je sais pas quoi. Donc, vraiment, j'étais écrasé, écrasé, écrasé. Et à partir du moment où je suis parti à l'université, donc j'ai dû quitter chez moi, j'avais 18 ans. J'arrive à la ville de Grenade, parce qu'à l'époque, on habitait dans une petite ville au nord de Grenade à 45 minutes en voiture qui s'appelait Wadix. J'ai pu dire, voilà, je sors de chez moi, je sors de cet endroit qui était en train de m'écraser. Et donc, là, j'ai connu des étrangers, des gens des autres cultures. Et c'est eux qui m'ont inspiré. Parce que jusqu'à ces moments-là, je savais pas qu'il y avait quelque chose au-delà, c'est-à-dire en dehors de ma région, mon pays. Et donc, le fait d'avoir rencontré des Américains, des Italiens, des Français, ça m'a donné une inspiration, dire, Rwandais, il y a un monde à découvrir. Donc, n'hésite pas, fais-les pas. Ça va être difficile la première fois. La deuxième fois, ça sera un peu moins difficile. Et après, comme ça. Donc, je dirais que c'est vous tous, les étrangers, qui m'avez inspiré à dire, Rwandais, sort de ton pays et commence à découvrir le monde et à sortir de ta zone de confort pour pouvoir grandir et te former à toi-même. Donc, j'adore parler avec des gens des pays différents, des cultures différentes, mais mélanger avec eux, m'imprégner de leur expérience, c'est top, c'est top.
Ouais, mais du coup, l'ouverture aux autres, l'ouverture aux autres cultures, ça permet aussi de changer un peu sa cartographie du monde, hein, finalement. Oui, Au départ, on est quand même un peu, on va dire notre environnement nous façonne, et le fait de s'ouvrir, ça permet aussi, du coup, de changer d'état d'esprit, de voir d'autres choses, d'être curieux, quoi. tout Ah, à fait. Mhm. c'est intéressant. Et de quoi tu es le plus satisfait aujourd'hui? Aujourd'hui, le plus satisfait de ma famille. En fait, le fait de, voilà, avoir rencontré mon épouse Laetitia et après, dire que, voilà, on a réussi à former une famille. On a 3 enfants, Noelia, Pietro et Tiago. Pour moi, ça c'est tous les matins quand je me réveille et je vois le visage de mon épouse et après je réveille mes enfants parce que j'ai la chance d'être là pour les réveiller et les coucher. C'est vraiment super. Et donc maintenant, je veux continuer à avoir ces jours à leur côté. Ça, ils me donnent de l'énergie. Ils m'enlèvent de l'énergie aussi, bien sûr, à des moments de la journée. Mais aussi, c'est de me dire, voilà, je suis pas seul. Voilà, je suis là avec ma famille et eux, ils passent avant tout, hein, avant même mon métier et tout ça, c'est mon épouse et mes 3 enfants. Ouais, parce qu'en fait, t'as raison, hein. De toute façon, c'est ce qui reste à la fin, hein. Je veux dire, le métier, voilà, je veux dire, la famille, les enfants, c'est ce qui reste après nous. Donc, au final, le reste, on se souviendra peut-être de nous si on a fait des belles choses professionnelles, mais bon, souvent, on évite, comment dire, quand on laisse de l'espace et qu'on fait autre chose, souvent, bon, bah, on laisse place à quelqu'un d'autre. Donc, finalement, les choses peuvent se faire sans nous, au final. Donc, je pense que se consacrer à sa famille, à soi, à ses enfants, c'est important, quoi. Voilà. En tout cas, en faisant des métiers qui nous épanouissent et qui nous permettent voilà, de faire aussi avancer, puis de transmettre aussi. Puisque du coup, qui dit sport, mais qui dit études, on est aussi, voilà, dans la transmission, quoi. La transmission des valeurs du sport, la transmission de métier, parce que souvent, le fait d'être confronté à des entraîneurs ou des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, ça nous donne aussi envie de faire comme eux, quoi. Donc, bon, c'est ce que j'ai connu un peu dans le tennis, hein, c'est la passion de mes entraîneurs qui m'ont donné envie à un moment donné de franchir le cap et de faire comme eux, parce que je trouvais que c'était, voilà, de retransmettre ce qu'ils m'avaient transmis. Donc, c'est chouette, ça. Ok. Alors, si on va parler de mental, c'est bah, l'objectif du podcast. Ce mot, le mot mental, comment tu le définis, toi? Alors, selon le mental, je suis quelqu'un de très tenace. Je suis quelqu'un qui se fixe des objectifs et surtout des objectifs à long terme, mais qui sont composés par des petits objectifs à mi-terme, court terme. Je suis quelqu'un qui lâche pas. Et surtout, voilà, on revient à la patience. Quelqu'un d'émotionnel, mais aussi très mental. Très mental, en train de aussi vouloir faire des stratégies, très stratégiques, analytiques. Je vais analyser, surtout dans les côtés, on va dire, intelligence émotionnelle, que je me mets là-dedans. Ok. Et toi, comment tu te prépares mentalement? Est-ce que tu mets en place des choses pour toi quand tu as je sais pas moi, des choses importantes à préparer, des événements? Alors, ça c'est rigolo parce qu'il y a pas mal de gens qui me posent la question, mais pour moi c'est de lâcher prise pas mal de fois parce que là par exemple on vient de monter des divisions, donc c'était une période le dernier mois de compétition qui n'était pas évident. Ce que j'ai fait, c'est penser à des moments vraiment difficiles que j'ai pu avoir dans des autres moments de la vie, surtout quand j'ai passé la mort, quand j'étais infirmier. Malheureusement, j'ai eu la mort pas mal de fois. Et donc, j'ai dit, l'être humain est là et on sait le parcours. On va naître et à partir du moment qu'on est né, on est déjà en train de mourir. Donc, tout le reste passe à côté. Donc, j'essaie de donner le moins d'importance, entre guillemets,
ces petits moments qui sont importants aussi en même temps, mais c'est dire, voilà, on va se donner à fond, on va essayer de faire notre meilleur, mais après, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie, et peut-être que c'est pour me rassurer et pour donner et enlever cette importance, mais je vais enlever cette importance parce qu'après, si on travaille beaucoup sur la pression, c'est-à-dire, voilà, il va y avoir trop de pression, parfois, c'est tel que j'ai dit à chaque fois, on peut pas les déployer vraiment. Donc, j'ai fait comme ça. Ok. Donc, Peut-être c'est bizarre, mais voilà, c'est comme ça que je le vois. bah non, puisque bizarre oui et non. Après, je pense que le fait de lâcher prise et de, comment dire, déjà, ça t'enlève une certaine pression. Et le fait de se concentrer vraiment sur les moyens de réussir, et pas forcément être, comment dire, trop focus sur le résultat, ça permet aussi d'avoir le résultat souvent, en fait. Et aussi, quelque chose qui m'aide aussi de l'autre côté, moi, je suis quelqu'un de très croyant. Ici, par exemple, en Espagne, on sait qu'on est un pays catholique. Donc, je suis croyant, pratiquant. que J'ai pris aussi. Et voilà, parfois ça aide à un moment ou parfois plus tard, mais voilà, je Oui, crois mais à ça aussi. du coup, que souvent, alors j'avais fait une interview avec un alpiniste originaire d'Algérie où il m'avait évoqué la foi qu'il avait et qui vraiment l'aidait. En fait, il remettait un petit peu comment dire, son projet dans les mains de quelque chose de plus grand, mais qui le portait à réaliser. Alors, c'était du coup, l'interview de cet alpiniste comment dire, qui est patient des montagnes et des hautes montagnes, bien évidemment, et qui gravit au fur et à mesure toutes les montagnes qu'il peut faire, en fait, dans le monde. Et c'était Oui, intéressant parce que on en parle très rarement, en fait, de la notion de mental rattachée, en fait, à une croyance qui peut aider finalement à se mettre moins de pression, finalement. oui, mhm, tout à fait. Alors, je t'ai posé des questions sur le mental. J'aimerais revenir un peu sur la confiance. Comment tu as bâti la tienne de confiance? C'est quelque chose de très complexe parce qu'en fait, même si parfois les gens peuvent voir quelque chose en moi, de dire, et tu as beaucoup de confiance en toi, tu peux aller là où tu veux. Au même temps, moi, à l'intérieur, j'ai des faiblesses là-dedans. Et ça se sent surtout au niveau des trapèzes. Quand j'ai des contractures au niveau des trapèzes, ça veut dire que là, c'est en train de jouer un peu. Mais je pense que ça, c'est comme j'ai dit, c'est le moment de la journée que pour moi c'est le plus important. Là, j'ai confronte des moments spéciaux, c'est surtout le soir. Et donc, pourquoi? Parce que à chaque fois, je vais essayer de réfléchir. C'est aussi le moment dans lequel je vais prier et dire merci mon Dieu pour cette journée. Maintenant, j'espère être là pour la suivante. Et c'est ces moments dans lesquels j'essaie de voir et analyser. Et avec le temps qui a passé, j'ai continué, j'ai continué. Donc, la confiance, c'est surtout avec les temps. Je sais que maintenant, j'ai un niveau de confiance qui va pas être le même que dans un mois, qui va pas être le même que dans un an. Pourquoi? Parce que je suis en train de confronter la vie telle qu'elle arrive, essayer de à chaque fois obtenir les choses positives pour devenir quelqu'un de plus fort et de plus stable. Parce que je pense que si on arrive à forger la base vraiment très soutenu et toutes choses comme ça, on peut grandir plus comme ça que comme ça et après tomber. Donc voilà, c'est comme ça. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu penses du droit à l'erreur? Le droit à l'erreur, ça fait Ouais. partie de l'apprentissage. L'erreur fait partie de l'apprentissage. En fait, ça c'est quelque chose que j'ai dit très souvent aux étudiants sport-études qu'on a, parce que ils vont se mettre tout le temps beaucoup de pression, parce qu'ils doivent réussir. Mais qu'est-ce que c'est la réussite? Et aux yeux de qui? Voilà. Donc j'ai dit, on doit savoir qu'on n'est pas des êtres parfaits. Et on va jamais être parfait. Et si on veut être parfait, finalement, on peut, voilà, mettre trop de pression que va éclater. Donc, les droits à l'erreur fait partie de la vie et il faut savoir dire, voilà, je me suis trompé là-dedans. Et à ces moments-là, on va l'analyser et dire, comment est-ce qu'on peut résoudre
ces problèmes, comment est-ce qu'on peut résoudre pour ne pas arriver à la même chose. Parfois, ça va mettre X temps, parfois plus de temps, parfois tu vas jamais réussir. Voilà, fait partie de la vie. Le droit à l'erreur, il faut l'accepter parce que ça c'est ma vision. Voilà, par rapport Ouais, à ouais, ma mais vie, je pense que justement, c'est c'est l'objectif bien du. de commettre des erreurs. Et même, à chaque fois, je me rappelle quand j'étais prof d'espagnol, je le voyais, mais directement. C'était pas la même chose apprendre l'espagnol à mes enfants qui avaient 2 ans, 3 ans, qu'aux jeunes qui avaient 10 ans, non, 12 ans, et aux jeunes qui avaient 18 ans. Pourquoi? Parce que cette erreur est aussi par rapport à qu'est-ce que je vais montrer à la société, à mes collègues. Et les gens, ils sont en train de me voir. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'il va penser ma famille et toutes les choses comme ça. Et j'ai dit c'est à chaque fois. Vous allez jamais apprendre une langue si vous réfléchissez comme quand vous étiez petit. Il m'a posé la question. Mais comment est-ce qu'on réfléchissait quand on était petit? Et j'ai dit c'est ça. Vous réfléchissez ça. Vous n'étiez pas en train de réfléchir. Vous faisiez directement. Parce que vous ne donnez pas importance à ce que les autres y voyaient. Donc, un enfant, quand il est petit, il va écouter, répéter. Quelqu'un qui a 12 ans, il va les faire un peu moins, il va commencer à réfléchir. Quand on a 18 ans, on veut commencer à apprendre une langue, il y a trop de mental, trop en train d'analyser. Donc, il Ouais, faut y aller. ça reste plus compliqué, mais du coup, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, c'est vrai que quand on est, je prends souvent cet exemple-là, en fait, que j'avais pu tirer de la PNL, qui disait que bah, très souvent, quand on est enfant, en fait, quand on veut obtenir quelque chose, même si on nous dit non, on trouve toujours un moyen pour continuer, persévérer jusqu'à obtenir ce qu'on veut. Et, Oui, et finalement, c'est au fur et à mesure qu'on grandit, en fait, qu'on perd un peu cette âme d'enfant, entre guillemets, de se dire, bon, ben non, c'est pas possible, quoi. Alors que finalement, quand on est tout petit, rien n'est impossible. On essaye de passer par la porte, la fenêtre, pour obtenir ce qu'on veut, par tous les moyens, et jusqu'à même rendre fou ses parents pour l'avoir, pour que, finalement, donc, c'est ça. Oui, j'ai toujours gardé ça en tête, de se dire que bon, ben voilà, je veux dire, il y a toujours un chemin, finalement, pour obtenir ce qu'on veut si on se donne les moyens. oui, tout à fait. Et c'est vrai que les enfants sont des exemples intéressants pour ça. Oui. Tu me parlais, mais justement, tu parlais finalement plus on grandit, plus on est confronté au regard des autres. Comment toi tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu as dû t'affranchir du regard des autres ou? Oui. Et donc, c'est comme je disais, quand j'étais au lycée, j'ai souffert ces regards des autres, ces déclassements, le bullying, la moquerie et tout ce comme ça. Et c'est quand j'ai connu les étrangers qui m'ont apprécié tel que j'étais. Et c'était différent. Voilà, ça m'a fait faire un pas vers l'avant. Et donc, il y a ces moments quand j'ai connu surtout les Américains, j'ai connu le hip-hop. Et c'est avec le hip-hop, la musique, que je suis rentré dans le monde de la danse. Et donc, j'ai commencé à faire du breakdance, hip-hop, salsa, bachata, popping, tapping, tout ça. Et la danse m'a aidé à dire, je vais danser au milieu du supermarché, les gens vont me regarder. Et j'ai dit, je n'ai rien à péter. Franchement. Mais comme ça, j'ai dit, je suis en train de m'exprimer, l'expression corporelle, et les gens, ils disaient, hey, il est bizarre celui-là. J'ai dit, ok. Mais est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis en train de te déranger? Est-ce que je suis en train de pouvoir me relâcher, des choses comme ça? Donc, j'ai dit que la danse, l'expression corporelle, ça aide beaucoup à avoir plus d'assurance sur soi-même et de pas donner cette importance au regard des autres. Parce que cette pression sociale augmente à chaque fois, tous les jours, encore plus maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'il y a en plus de monde qui peut aller te regarder ce que tu fais et des choses comme ça. Et malheureusement, c'est en train de pousser à pas mal de gens à montrer, voilà, le paraître. Mais que finalement, si tu grattes un peu, qu'est-ce qu'il y a vraiment là-dedans? Et c'est sûr qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de souffrir à l'intérieur. Donc, voilà, Ouais, il il y a faut... un psychiatre que j'ai interviewé, Jean-Christophe Seznec, qui utilisait l'expression pour les réseaux sociaux. Il y a le devant de la bougie, quoi, ce qu'on montre en vitrine,
Et puis Oui, après, il y a l'arrière-cuisine. Tu sais c'est pas ce ça, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Et mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ça m'a amené à la réflexion. Finalement, s'affranchir du regard des autres, bon, ben déjà, c'est une bonne chose parce que ça permet de s'exprimer. Comme tu disais, là, c'était par le, comment dire, l'expression corporelle, la danse, tout ça, mais finalement, comment dire, souvent les gens qui, comment dire, qui n'ont pas forcément un regard positif sur les choses, c'est souvent sur des choses qu'ils n'arrivent pas à réaliser eux-mêmes, en fait. Hmm. Et qu'ils aimeraient finalement accomplir. Donc en fait, ils ont un peu un regard biaisé dans le sens où finalement c'est plus un regard. Je me dis que voilà, ils aimeraient faire la même chose et puis ils osent pas, quoi. Oui, C'est souvent ça. oui, Souvent oui, ça en oui. fait. C'est vraiment ça. Oui. Qu'est-ce que tu mets en place pour essayer de alors, on sait que voilà, les trajectoires d'une journée à une autre sont différentes, mais pour garder cet esprit positif au quotidien. Qu'est-ce que, alors, franchement, c'est que de nature, déjà, je suis quelqu'un de positif. Mais actuellement, avant, c'était différent. Mais tout ce parcours m'a fait devenir ce que je suis maintenant. Et donc, chaque jour, moi, de mon côté, je me dis, Juan, mais tu as la chance d'être là où tu es maintenant, parce que il y a X années, tu étais dans un hôpital, enfermé, en train de travailler 12 heures les nuits, en train d'effacer les pires moments de la vie des gens. Donc, j'essaie de me confronter à des moments difficiles que j'ai eu dans le passé pour dire, mais aussi en même temps, ma passion a toujours été le sport. Donc, finalement, maintenant, je me lève tous les matins avec envie de travailler et envie de, bon, j'ai la pêche, tous les jours pour ça. Donc, Bah oui, oui, j'essaie de faire ça. le fait d'être motivé dans ce qu'on réalise au quotidien, c'est sûr que il y a une expression qui dit trouver un travail qui vous laisse à penser que vous êtes en vacances toute l'année, quoi. Mais c'est ça, par exemple, il y a les gens qui disent, il n'y a pas longtemps, on était parti en France, dans le Nord. Donc, on a pris la voiture, on a fait 23 heures de bagnole pour monter et 23 heures pour descendre. Et en fait, on s'est même pas arrêté. Maintenant, on a l'espace, donc il y a un qui dort et l'autre qui conduit et des choses comme ça. Et les gens d'ici disaient, ah, tu repars en vacances? Et j'ai dit, si tu le vois comme que je pars en vacances, ok, mais non. Moi, je travaille online. Moi, ça fait 7 ans que j'ai pas de vacances. Mais l'avantage, c'est que je peux travailler là d'où je veux. Et aussi, l'avantage, c'est que j'ai fait quelque chose qui me plaît. Donc, au lieu de passer du temps devant un jeu vidéo, j'ai fait mon métier. Au lieu de passer du temps devant la télé à zapper, j'ai fait mon métier. Donc, voilà, Ouais, là, les vacances. oui, c'est en fait c'est la sensation en fait, de se dire que voilà, on fait quelque chose qu'on aime chaque jour et du coup c'est quand même ça a pas de prix quoi, je veux dire Tout à fait. de trouver sa voie, de faire ce qu'on des fois on met du temps à trouver. Mais Oui, OK. Donc tu disais tout à l'heure que pour te motiver, tu te fixais des objectifs à court, moyen, long terme. oui. Comment tu t'y prends? Tu planifies? Comment tu fais ça? Oui, tout à fait. En fait, pour se planifier, quand j'ai commencé tout ça, j'étais freelancer. Mais après, au fur et à mesure, j'ai réussi à faire grossir des différentes structures. Donc maintenant, j'ai des partenaires. Donc avec mes partenaires, nous, on a des réunions. En fait, on parle tous les jours, mais après, on a des réunions par mois. Et c'est là où on va se fixer les objectifs. En fait, on utilise des méthodes qui viennent surtout du côté startup, parce qu'on a déjà créé des startups. Comme je disais, je n'ai pas passé toute ma vie là-dedans dans le monde du sport, des études. On était aussi dans le côté digital. On a créé des projets hyper intéressants. Et donc, on utilise le Scrum. Après, on utilise des outils comme Trello pour se fixer des objectifs. Après, on utilise des CRM, toutes ces choses-là qui arrivent à faire notre structure entrepreneuriale grossir et fixer les objectifs. Parce que si quelqu'un veut tout faire d'un seul coup, en 2 mois, il est KO.
Vraiment, ça c'est impossible. C'est impossible de faire ça. Donc, nous, on se fixe des objectifs qu'on doit accomplir. Normalement, c'est par trimestre. Donc, pour ce trimestre, ça, pour les trimestres suivants, ça, pour les suivants, ça, pour l'autre, ça. Mais au long terme, en question d'un an, on doit arriver à ça. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Ouais, Et et puis je heureusement que suppose je que suis vous avec une travaillez, équipe, parce que aussi l'avantage, dont tu disais, est-ce que tout le temps je suis motivé? Il y a des jours où je peux avoir des creux, mais heureusement, il y a mes collègues pour me monter. Quand c'est eux qui ont un creux, c'est à nous de les monter. Donc, travailler en équipe, c'est super et important. ouais, puis je suppose que tous les 3 mois, vous faites du coup un point sur vous avez des critères d'évaluation de réussite de vos objectifs et en Tout à fait. fonction de si c'est réussi ou pas, bah, du coup, vous les reprogrammez, enfin, vous faites comme ça, c'est ça? C'est ça. Tout à fait. En fait, on fait le typique feu, c'est-à-dire vert, orange, rouge. Rouge, par exemple, si on va parler des ventes, on doit faire 10 ventes en 3 mois. Après, orange, on va mettre 18, vert, 30. Donc, on va mettre ça. Mais après, comment est-ce qu'on va arriver au niveau des ventes? C'est lesquels les différents canaux qu'on peut utiliser pour arriver à là. Donc, on va analyser tout ça et on va se fixer tous ces objectifs. Donc, c'est beaucoup de boulot, des gestions, des analyses. Mais c'est top. C'est comme jouer au risque ou au stratège. Ouais, les gars. Bah, la gestion des émotions, tu m'en as déjà parlé tout à l'heure, hein. Tu me disais que bon, ta principale façon de gérer éventuellement la pression, le stress, c'est le lâcher prise. Oui. Est-ce que tu as d'autres techniques qui te permettent de surmonter éventuellement le stress quand tu le rencontres? Bon, quand je trouve le stress, c'est la communication. La communication, parce que parfois, si on reste enfermé dans soi-même, on va commencer à partir dans un cercle vicieux, si c'est négatif, qu'on peut pas sortir de là. Donc, il faut pas avoir peur de parler avec des autres et dire, je me sens comme ça, est-ce qu'on peut parler? Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est que les autres, ils vont penser de toi. Mais si tu n'as pas peur de ce que les autres, ils pensent de toi, par exemple, j'ai dit, bon, Sébastien, j'ai envie de pleurer. Hier, j'ai passé toute ma nuit à pleurer parce que je me sens comme ça. Peut-être que si je disais, je suis un homme, je suis un entrepreneur, je ne dois pas montrer ça. J'ai dit, mais non, pourquoi? C'est-à-dire, on est d'abord des êtres humains. On a des émotions. Donc, il faut pas avoir peur. Donc, le fait de pouvoir communiquer avec des amis, avec des collègues et des choses comme ça, c'est quelque chose que je pousse aux autres à le faire. Par contre, c'est vrai qu'il y a des gens qui peut-être ils vont dégrasser encore plus parce qu'on ne sait jamais, mais surtout avec les gens avec qui on a confiance et qu'on sent qu'ils sont ces côtés d'intelligence émotionnelle qui peuvent aider à se soulager, à aller vers l'avant. Ouais, c'est important de bien s'entourer, quoi, de gens de confiance, je veux dire, pour pouvoir être en confiance quand on s'exprime et on sait que voilà, on est dans un environnement safe, quoi. Oui. Mhm. Écoute, on arrive sur la fin de l'interview. La dernière question que j'aimerais te poser, c'est, on entend souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Donc, tu me disais justement que bah, une de tes qualités, c'est la patience et la persévérance dans le temps, finalement. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il ne faut rien lâcher. Enfin, tu nous as déjà plus ou moins indiqué ce que tu en pensais, mais cette expression, elle revient souvent. Dans être fort mentalement, c'est souvent de rien lâcher. Avec mon expérience et tout le monde que j'ai connu dans le monde, je pense que déjà, ça, il faut rien lâcher. Tout dépend dans quel pays on se trouve, dans quelle culture, comment est-ce qu'on était formé depuis petit. Parce que c'est pas la même chose de dire il faut rien lâcher quand tu te trouves au Maroc, que quand tu te trouves à La Réunion, que quand tu te trouves en Sicile, quand tu te trouves au nord de la France, quand tu te trouves aux États-Unis ou en Argentine. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que tout dépend de la situation du pays, comment est-ce que tu as été formé, il y a plein de facteurs. Par contre, pour moi, que j'ai pu entourer, prendre un peu de tous les côtés et me former moi-même, il faut savoir que parfois, il faut tout lâcher. C'est-à-dire,
On va parler du fait de créer une entreprise. Il y a des moments dans lesquels il faut vraiment réfléchir et dire, hey, peut-être que je dois fermer mon entreprise. Parce que c'est soit l'entreprise, soit ta santé. Et qu'est-ce que c'est plus important? Ta santé, bien sûr. Mais pas tout le monde pense comme ça. Donc, ça, je pense que tout dépend de la vie que tu es en train de vivre et avec qui tu es dans ces moments. Il y a un côté chance, il y a un côté famille, il y a un côté croyance, il y a un côté politique, il y a un côté de tout. Donc, il faut rien lâcher. Pour revenir à la question, je pense que c'est quelque chose qu'on dit, mais quelque chose que on ne doit pas faire tout le temps à 100%. Parfois, il faut savoir se poser, réfléchir bien et dire, c'est le moment de passer page et au suivant. Un exemple. Quand on habitait à La Réunion, on a vécu 8 ans à La Réunion. Pour moi, les meilleures années de toute ma vie. La Réunion, un endroit magnifique, les gens sont sympas. On était là-bas avec mon épouse, on a eu les 3 enfants. J'ai fait ces 2 bodyboard. Et il y a eu la crise requin qui est arrivée. Donc, j'ai eu des amis qui se sont fait bouffer. Ils sont morts à cause des requins. Mais je voulais rester là-bas. Je voulais, parce que je voyais les vagues, des vagues de 3 mètres, c'était magnifique, des tubes, oh, ça, les sensations, il y a l'adrénaline qui monte, etc. Mais je me suis posé, je me suis dit, Rwandais, tu veux rester là? Il faut rester, il faut rester. Bon, finalement, ce qu'on a dit, il faut passer page. Pourquoi? Parce que après, tu vas voir tous les autres côtés que tu peux perdre, tous les autres que tu peux gagner, et tu vas faire balance. Et donc, si j'avais dit, hey, il faut tout donner, j'aurais pu rester là-bas. Parce que aussi le métier, il était top. J'étais prof au collège et lycée, j'ai m'éclaté, c'était super avec les élèves, etc. Mais après, ça aurait pu m'écraser. Parce que, on va imaginer, je rentre dans l'eau, un requin me bouffe la jambe, c'est fini. Ou, par exemple, il y a un problème avec mes enfants et on n'avait pas la famille là-bas. Donc, ça, je pense que tout dépend du moment de ta vie. Où tu peux dire, oui, il faut rien lâcher, ou oui, il faut lâcher et passer à la suivante page suivante. Ok. Ouais, surtout qu'en plus, que tu t'en as pas trop parlé, mais quand vous avez quitté l'île de la Réunion, en fait, vous êtes parti où il y a les enfants et en fait vous êtes parti de zéro en Andalousie. Tout à fait. C'est à chaque fois, pour moi, c'était comme ça dans ma vie. En fait, j'arrive en Angleterre, je connaissais personne, on commence de zéro. Aux États-Unis, la même chose. En Italie, la même chose. Dans le nord de la France, la même chose. À La Réunion, en plus à La Réunion, on n'avait personne. On connaissait personne, on n'avait pas de famille, rien. Après, on a réussi à se faire des très bons amis, etc. Mais boum. Et après, on revient ici, on repart à zéro. Donc, c'est ça. Ouais, bah c'est chouette de se dire que bon bah voilà, on tourner une page et repartir à zéro ailleurs. Voilà, on a toujours le capital acquis des expériences qu'on a pu vivre avant et puis on a cette capacité d'adaptation pour pouvoir aussi reconstruire ou construire tout simplement des choses nouvelles qui nous portent vers le haut. C'est ça. Mhm. Il faut surtout, maintenant, il y a tout la mode nomade digital, wow, la nomade digital, je suis nomade digital, etc. Et on se dit, ça, c'est pas la mode. C'est surtout qu'avant, on était juste nomade. C'est après, l'être humain, il a commencé à s'établir dans différents points. Mais avant, il bougeait tout le temps. Donc, pourquoi avoir peur à partir? Oui, mais de toute manière, on le voit bien, hein, je veux dire, généralement, les flux migratoires sont dus à ça. En fait, si l'environnement n'est pas propice à sa propre évolution, ben, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à en changer, quoi. Donc, que ça soit dans un pays, que ça soit une profession, que ça soit, enfin, voilà, quel que soit, enfin, l'objectif, c'est d'avoir un environnement qui est propice à notre bien-être aussi, et notre évolution. Mhm. Donc, ouais, non, c'est sûr que finalement, t'as raison, hein. On a toujours été nomades, effectivement, vu sous cet angle-là. Pour conclure le podcast, et déjà, je te remercie en tout cas pour cette interview. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message aux auditeurs pour finalement pour conclure
cet épisode? Alors, je vais dire quelque chose que j'ai dit à chaque fois. C'est pour découvrir toi-même, sors de ta zone de confort et déploie tes ailes. C'est-à-dire, parfois on pense que d'une façon, mais on est de cette façon-là parce que on se trouve dans un endroit, dans une ville, dans une maison. Mais si on se trouve dans un autre endroit, on va découvrir quelque chose que on savait pas qu'on est. Ça nous fait grandir. Donc, il faut sortir de sa zone de confort et j'ai dit aux gens voilà, il faut pas avoir peur parce que vraiment c'est magnifique. D'ailleurs, si j'ai eu l'opportunité de repartir maintenant dans un autre pays du monde, je l'ai fait, mais direct, c'est un problème. Bah oui, mais après, t'as l'expérience de tout ce que tu as fait avant. Tu sais que finalement, c'est pas forcément une prise de risque. Au contraire, c'est la possibilité de s'enrichir encore plus, quoi. Oui, tout à fait. Ça fait partie de la vie. Ok. Bah écoute, Juan, merci beaucoup. Et voilà. Et écoute, au plaisir de te rencontrer un jour en Andalousie. Au soleil. Bienvenido. Au soleil. Nous arrivons au terme de cet épisode captivant. J'espère que tu as pris des notes ou que tu t'es abonné à ma newsletter pour avoir accès au résumé. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Instagram et YouTube pour du contenu supplémentaire. Et devine quoi ? Tu peux me contacter directement sur mes réseaux sociaux pour bénéficier d'une séance gratuite où nous pourrons discuter de tes questionnements sur ta préparation mentale. Clique simplement sur les liens mentionnés dans la description de l'épisode. À très bientôt et souviens-toi, si on croit en ses rêves, tout devient possible.